Certains d'entre nous croient naïvement que la vie de leurs proches ne fait pas mystère, que leurs faits et gestes leur sont intimement connus et que rien venant de leur part ne pourrait les surprendre. Ils se trompent parfois, car des vérités incroyables peuvent se cacher sous une accumulation de mensonges et des secrets inavouables les frapper de plein fouet. C'est une nuit froide d'octobre à Poughkeepsie, dans l'État de New York. Jeff Fassett, un policier local, regarde la télévision avec ses deux fils. Sa femme Suzanne se trouve à la chorale de l'église. Ma mère s'impliquait beaucoup dans la vie de l'église. Elle avait toujours adoré ça, elle faisait partie de la chorale depuis toujours. Vers 19h30, Jeff Fassett annonce à ses fils qu'il se rend en ville jusqu'au commissariat. Il est sorti pour se rendre en ville et récupérer sa paye à 5 km de chez lui. Vers 20h30 à Pleasant Valley, après la répétition de la chorale de l'église méthodiste, Suzanne regagne sa voiture. Des coups de feu retentissent. Les gens ont couru vers la voiture et ont trouvé Suzanne morte. Les témoins voient une voiture de couleur claire s'éloigner à toute vitesse. Personne n'avait vu le conducteur ni combien il y avait de passagers dans la voiture. À la recherche de suspects, la police s'intéresse immédiatement à Jeff, le mari de Suzanne. Ils ont appris que Jeff Fassett n'était pas chez lui au moment où sa femme a été tuée. De plus, des rumeurs circulent dans la police. Jeff et Suzanne auraient des problèmes de couple. On pensait qu'il pouvait avoir fait le coup. Jeff rentre chez lui. Peu de temps après, des voitures de police convergent vers son domicile. Il a vu les policiers de l'autre côté de la rue le regarder. Alors il s'est mis à les regarder aussi. Les policiers avaient des fusils. On aurait dit qu'ils étaient prêts à encercler la maison pour la prendre d'assaut. Jeff veut connaître la cause de toute cette agitation. Il a passé plusieurs coups de fil à son commissariat et à la police d'État. C'est Fassett. Il y a un bataillon de voitures de police devant chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Mais personne n'a été franc avec lui. Jason avait appelé l'église et appris que sa mère avait été tuée. C'est la seule information dont il disposait. Papa, maman a été tuée. Jeff éteint toutes les lumières de sa maison. Il donnait l'impression de se barricader à l'intérieur. Je me souviens être resté assis dans l'obscurité pendant un temps qui m'a paru interminable. Les policiers ne savaient pas ce qu'allait faire Jeff. S'il avait tué sa femme, son fils pouvait très bien être le suivant sur la liste avant qu'il ne se suicide. 2 heures passent dans une atmosphère extrêmement tendue, avant que Jeff et son fils sortent de la maison. Ils sont sortis avec les mains sur la tête. Ils ont été menottés et allongés par terre comme de vulgaires criminels. Moi, je voulais savoir ce qui était arrivé à ma mère. À ce moment-là, tout ce que je savais, c'est qu'on lui avait tiré dessus. Et tout à coup, mon père et moi, on était en état d'arrestation. Il y avait des cris, des pleurs. Mais Jason doit envisager le pire. Je me souviens m'être demandé si tout ça était bien réel. S'il me faudrait vraiment admettre que mon père avait tué ma mère. Suzanne Fassett semble avoir été abattue par un professionnel. Apparemment, le tueur a guetté sa victime et prévu sa fuite. J'en ai vu des meurtres audacieux au cours de ma carrière, mais jamais aussi osé que celui-là. Tous les effets personnels de Suzanne étaient dans sa voiture, donc il ne s'agissait pas d'un vol. Le mari de Suzanne travaille depuis 24 ans dans la police de Poughkeepsie. Il nie toute implication dans le meurtre de sa femme, mais il n'a pas d'alibi. On ignorait où il se trouvait quand le meurtre a eu lieu. Jeff Fassett, le policier expérimenté, a-t-il tué sa femme? Toutes les apparences jouent contre lui. Fassett a quitté son domicile pendant que son épouse se rendait à l'église.
Il n'a rien dérobé dans sa voiture. Le meurtre semble avoir été exécuté par un professionnel. Sa voiture ressemble à celle que des témoins ont vue prendre la fuite. Et lorsque ses collègues encerclent sa maison, il éteint les lumières et se terre pendant 2 heures dans l'ombre avant de se livrer. On a consulté son dossier, mais il n'avait rien du tout à se reprocher. Il n'y avait rien là-dedans qui indiquait qu'il pouvait devenir violent. Jeff pense savoir qui est l'auteur du crime. Il m'a même dit « Brûlez-moi avec des lampes, frappez-moi avec des tuyaux en caoutchouc, je me fiche de ce que vous pouvez me faire. Mais quand vous en aurez fini avec moi, allez voir Fred Andros, il est derrière tout ça. » Fred Andros est le responsable du service de gestion des eaux de la ville. C'est un homme qui a une très mauvaise réputation. On nous a dit tout de suite que c'était une ordure. Fred Andros était un homme égocentrique, un type mauvais, une vraie pourriture. Apparemment, Fred Andros et Susan Fassett se sont rencontrés un jour en ville et ils ont commencé à avoir une liaison. Un mois plus tôt, Jeff a appris que sa femme et Fred Andros étaient amants et cela durait depuis 3 ans. Jeff a mis le téléphone de leur domicile sur écoute. Il a découvert que Susan appelait Fred Andros et que ce dernier lui téléphonait également chez eux. Quand Jeff décide d'en parler à sa femme, elle promet de mettre un terme à cette relation. On sentait que quelque chose n'allait pas et puis un jour, ils nous ont dit qu'ils allaient régler leurs problèmes, que tout rentrerait dans l'ordre. La police se demande si Fred Andros a pu s'emporter au point de la tuer lorsque Susan a voulu mettre fin à leur liaison. Mais il a un très bon alibi pour la nuit du meurtre. Fred et son épouse recevaient des amis à dîner. L'alibi de Fred, à savoir qu'il dînait chez lui avec des amis, a été corroboré par l'un des invités, un officier de police, et par sa femme. Donc il était bien chez lui. Il n'était pas sur la scène de crime. Fred Andros était abattu et bouleversé. Il voulait savoir ce qui s'était passé. Parfois il disait « Mais qui a bien pu faire une chose pareille ?» Il tenait beaucoup à elle. Le médecin légiste récupère 5 balles dans le corps de Susan. On recherchait une arme de calibre 45, un lama ou un Ruger. Fred Andros n'avait pas d'arme de calibre 45 enregistrée à son nom. Et il ne possédait pas de véhicule ressemblant à la voiture qui s'était enfuie de la scène de crime. Le mari de Susan, Jeff, ne possède pas non plus d'arme de calibre 45. Mais le médecin légiste trouve une preuve supplémentaire. Susan a eu un rapport sexuel dans les 48 heures qui ont précédé sa mort. Quand on a interrogé Jeff à ce sujet, il n'était pas au courant. Ils ont fait des tests ADN sur le liquide séminal retrouvé et ça ne correspondait pas au profil de Jeff. La police interroge ensuite Fred Andros, qui nie avoir eu ce genre de relation avec Susan avant sa mort. Sa réponse a été « On ne le faisait pas. On n'avait pas de relation sexuelle. Je l'ai certainement pas fait avant qu'elle meure parce qu'on l'a jamais fait. Et même si j'avais voulu, je n'aurais pas pu. » Fred Andros explique pourquoi il est incapable d'avoir des relations sexuelles. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas avoir de relations sexuelles à cause de son traitement médical. Il a dit qu'il était impuissant. Mais ce que nous avaient raconté les nombreuses prostituées qu'on avait interrogées contredisait sa version, il nous baratinait. Il ramassait des prostituées tous les jours. Sa femme m'a confirmé qu'elle ne couchait pas avec son mari, mais il voyait des prostituées très régulièrement. De plus, Fred Andros refuse de donner un échantillon d'ADN à la police. Ils n'avaient aucune raison légale de forcer Fred Andros à fournir son ADN. Il leur fallait des preuves et ils n'en avaient aucune. On voulait un ordre de la cour. Il aurait quand même fallu préciser au juge qu'Andros avait un alibi et qu'il n'avait pas le type d'arme ni la voiture recherchée. Il y avait de quoi ébranler les convictions sur sa culpabilité. Le mystère s'épaissit et l'enquête piétine. Fred Andros possède un solide alibi. Le soir du meurtre, il dînait en compagnie d'amis, dont l'un était un officier de police. Il affirme par ailleurs être impuissant, ce que contredit sa fréquentation assidue des prostituées de la ville et son refus catégorique de donner un échantillon de son ADN. Comme Jeff Fassett avoue,
n'avoir pas eu non plus de relation sexuelle avec sa femme 48 heures avant sa mort, les enquêteurs doivent envisager qu'un troisième homme soit impliqué. L'autopsie de Suzanne Fassett révèle qu'elle a eu des rapports sexuels 2 jours avant d'être assassinée. L'ADN retrouvé sur elle ne correspond pas à celui de son mari, Jeff Fassett. Alors de qui s'agit-il? Son ancien amant, Fred Andros, refuse de faire un test ADN. On savait que ce n'était pas Jeff et on pensait que ça devait être Fred. Parce qu'on ne trouvait personne d'autre dans la vie de Suzanne avec qui elle aurait pu avoir une aventure et qu'elle aurait pu voir 2 jours avant sa mort. L'inspecteur Art Boyko décide de tendre un piège à Fred Andros. Je lui ai dit que j'amènerais à déjeuner et il a accepté avec enthousiasme. J'ai apporté des hamburgers, des frites et une boisson. Dès qu'il est monté dans la voiture, je lui ai dit « Tenez Fred, votre déjeuner, votre boisson, voilà votre hamburger et vos frites. » Mais Andros dit qu'il n'a pas faim et il ne touche à rien. Il était midi, c'était l'heure du déjeuner. Le soleil cognait sur les vitres de la voiture et il portait une veste en flanelle. J'ai monté la température dans la voiture en espérant le faire transpirer. Il fait de plus en plus chaud, mais le suspect refuse quand même de toucher à sa boisson. J'ai encore plus monté la température dans la voiture et il a fini par prendre la boisson. Et quand il a bu sa première gorgée, j'ai su que j'avais ce que je voulais. C'est comme ça que Fred lui a donné son ADN. Les analyses confirment que l'ADN de Fred Andros correspond à celui qui a été prélevé lors de l'autopsie de Suzanne. Dans les 2 jours précédant sa mort, ils avaient eu un rapport sexuel. Il avait dit ne pas l'avoir vu depuis 1 mois. C'était un mensonge de taille. La correspondance ADN, ça a été comme une vraie bombe pour nous. Fred nous a délibérément menti et on voulait découvrir pourquoi. Face aux preuves scientifiques, le suspect n'a pas d'autre choix que d'admettre qu'il a menti. Mais il dit qu'il l'a fait pour protéger le tueur. Pendant son interrogatoire, à un moment, il nous a dit que Dawn Silvernell était peut-être celle qui avait commis le meurtre. Dawn Silvernell, 50 ans, est fonctionnaire et elle n'a pas de casier judiciaire. Elle est mariée et a un fils adulte. C'est une femme modèle. Elle était allée à l'université, elle travaillait avec des personnes handicapées. Elle avait une très bonne réputation et n'avait jamais eu de problème. Franchement, je me suis dit que ça n'avait aucun sens. Ça recommençait. Il fallait qu'on aille interroger une pauvre femme qui un jour avait eu le malheur de rencontrer Fred Andros et on devrait lui demander « Au fait, est-ce que vous avez tué Suzanne Fassett ?» Et elle nous regarderait comme si on était complètement cinglés. Et je ne lui en voudrais pas d'aller se plaindre après ça. Fred Andros explique à la police qu'il avait une liaison avec Dawn Silvernell et Suzanne Fassett en même temps. En fait, ils ont même eu plusieurs rapports sexuels tous les 3. Je lui ai dit que je n'avais jamais fait ça avant. Je suis entrée dans la maison et elle était là et il nous a présentés. On a discuté pendant quelques minutes et on est allé à l'étage. On a commencé à faire l'amour tous les 3 et ça a duré environ une demi-heure. Fred filmait d'abord Suzanne et Dawn ensemble avant de participer lui aussi aux ébats. Fred Andros pense que Suzanne et Dawn ont entamé une liaison et qu'elles se sont disputées, mais Dawn réfute cette version des faits. Je n'ai jamais eu aucun contact avec Suzanne, à part quand Fred le voulait et qu'il organisait une rencontre. Et ça s'est toujours fait en sa présence. Je n'ai jamais eu d'autre contact d'aucune sorte avec elle, jamais. Dawn nie aussi être impliquée dans le meurtre de Suzanne. Elle n'avait aucune raison de vouloir lui faire du mal. Elle était tellement calme, détendue, coopérative, qu'on s'est dit qu'elle n'avait peut-être rien à voir avec ce meurtre. Les enquêteurs découvrent que Dawn possède une arme de calibre 45, identique à celle qui a tué Suzanne Fassett. Elle possédait aussi un véhicule correspondant à celui qui avait quitté précipitamment la scène de crime. Mais les tests balistiques révèlent que les balles retrouvées par la police n'ont pas été tirées par l'arme de Dawn, car les stries ne correspondent pas.
C'est comme si l'arme avait été trafiquée. C'est la première fois de ma carrière que je voyais ça. Les sillons à l'intérieur du canon avaient été totalement effacés. On ne pouvait faire aucune comparaison avec les projectiles retrouvés sur la scène de crime. Si Fred Andros ou Dawn Silvernell sont impliqués dans le meurtre de Suzanne, la police n'a toujours pas les moyens de le prouver. Dawn admet avoir eu des relations sexuelles avec Fred Andros et sa maîtresse en même temps, mais nie toute implication dans le meurtre de Suzanne Fassett. Au fur et à mesure de l'enregistrement de nouveaux témoignages, les policiers découvrent des pans entiers de la vie secrète de Suzanne Fassett. Car non seulement elle trompait son mari depuis 3 ans, mais elle se prêtait également à des étreintes à 3 avec une autre femme. Dans ces conditions, Dawn Silvernell, sa maîtresse occasionnelle, est-elle responsable de sa mort? Elle possède une arme de même calibre que celle qui a servi au meurtre. Mais des analyses balistiques l'ont pour l'instant disculpée. Quelques jours plus tard, ses voisins révèlent aux enquêteurs des faits déterminants qu'ils s'empressent de vérifier. Dawn et son mari s'entraînent souvent au tir derrière leur maison, en prenant les arbres pour cible. Les enquêteurs s'y rendent immédiatement pour retrouver des balles. Il fallait qu'on se dépêche de récupérer au moins une balle qui serait passée par ce canon avant qu'il soit trafiqué. Ils retrouvent une douzaine de balles. L'une d'entre elles a des stries caractéristiques à une extrémité. J'ai réussi à établir une correspondance entre les balles qui avaient tué Suzanne Fassett et l'arme de la suspecte. Le Ruger calibre 45 de Dawn Silvernell avait été utilisé dans ce meurtre. Dawn est confrontée à cette preuve. Elle a baissé la tête et a répété 3 fois « J'ai tiré sur cette pauvre femme ». J'ai baissé la vitre de ma voiture. Et quand elle a voulu attacher sa ceinture, j'ai sorti l'arme et j'ai tiré sur elle. Je l'ai tuée. Mais quel est le mobile du meurtre? Dawn Silvernell explique que Fred Andros voulait se venger parce que Suzanne avait mis fin à leur liaison. Fred Andros a un ego démesuré. Personne ne peut lui dire non, personne ne peut le quitter. Mais pourquoi Dawn Silvernell l'a-t-elle fait? Elle explique que Fred Andros lui a prêté plus de 10 000 € au cours des 20 dernières années. Pour effacer sa dette, il lui a ordonné de tuer Suzanne. Fred Andros ne lui a pas laissé le choix. Il a menacé toute ma famille et m'a dit que si je ne réglais pas son problème avec Suzanne, il pourrait arriver quelque chose de terrible à un membre de ma famille. Pour savoir si Dawn Silvernell dit la vérité, les enquêteurs utilisent un nouvel outil appelé WebTAS, un logiciel d'analyse de données. WebTAS signifie Web Enabled Temporal Analysis System. C'est un logiciel spécialement développé pour l'armée et le ministère de la Défense pour comparer des informations contenues dans différentes bases de données. Le logiciel réunit les informations provenant des téléphones portables, des pagers, des emails, des cartes de télépéage. Les enquêteurs peuvent comparer les données des 3 personnes impliquées dans cette affaire. Suzanne Fassett, Dawn Silvernell et Fred Andros. Dans la majorité des communications, c'était Fred qui contactait Dawn, ce qui nous indiquait que Fred n'était pas simplement l'élément moteur, mais plutôt qu'il préparait une véritable machination. Les preuves corroborent la version de Dawn Silvernell. Les relevés indiquaient que dans les 15 ou 20 minutes après le meurtre de Suzanne, Dawn s'était arrêté à une cabine publique et avait bipé Fred Andros pour lui signaler que c'était fait. Si on accepte la version de Fred selon laquelle Dawn a agi seule, poussée par ses propres motivations, son histoire ne tient pas debout. Elle se serait arrêtée et parmi tous les gens qui gravitent autour d'elle, c'est lui qu'elle aurait choisi de biper par hasard. La seule personne qu'elle devait prévenir, c'est celle qui était impliquée avec elle dans ce meurtre. Selon les directives de Fred Andros,
Dawn Silvernell se rend à l'église méthodiste le soir de la répétition de la chorale. Elle se gare près de la voiture de Susan Fassett et attend. Quand Susan monte dans sa voiture pour rentrer chez elle, Dawn lui tire 5 fois dessus et part en trombe. Dawn dit aux enquêteurs qu'elle a laissé l'arme du crime et les fausses plaques d'immatriculation dans un endroit prévu à l'avance. 20 minutes après le meurtre, elle utilise un téléphone public pour laisser un message sur le pager de Fred Andros. C'était un signal pour le prévenir que Susan avait bien été tuée. Ensuite, son complice a récupéré les preuves et trafiqué l'arme avant de la rendre à Dawn. Personne ne sait pourquoi Susan a vu celui qui souhaitait sa mort peu de temps avant le drame, mais cette rencontre révèle toute la cruauté de Fred Andros. Il l'a regardée dans les yeux tout en sachant qu'elle serait morte d'ici 2 jours. Ça en dit long sur la personnalité de Fred Andros. C'était vraiment un être abject et mesquin. Il devait souffrir du complexe de Napoléon, à mon avis. Les enquêteurs s'apprêtent à arrêter Fred Andros. Le criminel les attend. Ils sont entrés dans la maison, et ils ont grimpé l'escalier et là, pam, il y a eu un coup de feu. Fred Andros vient de tenter de se suicider, mais il survit. Je suis content qu'il n'ait même pas été capable de faire ça. Il a seulement réussi à se mutiler le visage. Du coup, il a été arrêté et il ne pouvait plus éviter le procès. Il est jugé et déclaré coupable d'homicide et de complot. Il est condamné à 25 années d'incarcération. Il est mort d'une crise cardiaque après seulement quelques années de prison. Ça me fait plaisir qu'il soit mort en prison et maintenant il brûle en enfer. Dawn Silvernell a été jugée et reconnue coupable d'homicide. Elle a été condamnée à une peine de 18 années de prison. Crédule, naïve, elle est tombée amoureuse et elle y a cru pour finalement devenir une meurtrière. C'est une meurtrière qui a été condamnée. C'est quand même effrayant. Les gens me regardent comme si j'étais un monstre. Et peut-être que j'en suis un, je ne sais pas. Mais je suis un monstre qui a des remords et qui a de la peine pour les gens qu'elle a blessés quand j'ai laissé cet homme me manipuler pour faire ce que j'ai fait. Tout le monde a fait son travail et toutes les pistes ont été suivies méticuleusement. Chaque élément de preuve a été rassemblé et analysé. Et c'est vraiment satisfaisant quand à la fin, on arrive à finir le puzzle. Durant l'audience, de nombreuses personnes se sont interrogées pour savoir quels arguments un homme aussi banal que Fred Andros avait avancé pour séduire 2 mères de famille, apparemment sans histoire, puis comment il les avait convaincus de faire l'amour à 3 et de se laisser filmer pendant leurs ébats. Marié 4 fois, impliqué dans des cambriolages dès l'âge de 16 ans, Andros était de l'avis général un homme dangereux et manipulateur. Ayant prêté de fortes sommes à Dawn Silvernell, il la tenait sous sa coupe et exerçait sur elle un chantage odieux. Puisque Susan Fassett avait décidé de rompre afin de reprendre une vie normale avec son mari, Dawn devait la tuer. Dans cette sombre affaire, les 2 femmes furent les victimes conjointes d'un pervers sans scrupules. L'une a perdu la vie et l'autre a passé 18 ans derrière les barreaux.